Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous, on commence cette édition à Jakarta. La police affirme que c'est une organisation indonésienne liée au groupe État islamique qui est suspectée d'avoir orchestré les attaques terroristes meurtrières de jeudi. Par ailleurs, le groupe État islamique a revendiqué ces attentats. Un officier de police, un ressortissant canadien ainsi que 5 assaillants ont été tués jeudi dans les fusillades et les opérations suicides à la bombe perpétrées au cœur de la capitale indonésienne. 17 personnes ont également été blessées. 2 terroristes ont été arrêtés. Sur des photos, on voit un homme armé d'une arme de poing alors que la foule autour de lui se disperse. Une agence de presse liée au groupe État islamique a fait savoir que l'organisation terroriste a fomenté ces opérations. Les attaquants ont échangé des coups de feu avec la police avant de se faire exploser. Les forces de sécurité ont mis pas moins de 3 heures pour mettre fin au siège qui se tenait à proximité d'un café Starbucks et d'un centre commercial. D'après la police, le combattant indonésien Bahrun Naim, ayant prêté allégeance au groupe État islamique et qui se trouverait en Syrie, est l'homme qui a mis sur pied cette opération. Elle estime que l'organisation terroriste s'est inspirée des attentats ayant secoué la capitale française en novembre dernier. L'assaut est aujourd'hui terminé. La police affirme qu'aucun assaillant n'est parvenu à s'échapper. Le président indonésien Joko Widodo s'est rendu sur le site des explosions. Le dirigeant a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a demandé à la police de remonter le réseau qui a préparé ces attaques. Les rues de Jakarta sont inhabituellement calmes depuis les attaques armées de jeudi. Les centres commerciaux de la zone sont fermés jusqu'à vendredi. J'avais prévu de me rendre à Sarina et au centre commercial Grand Indonesia pour retrouver une amie, mais tout cela a été annulé à cause de l'attaque. J'ai peur de sortir à l'heure où l'attaque a eu lieu et je fais très attention maintenant. Depuis l'explosion, il y a très peu de monde. Mes clients habituels ont quitté la zone, donc mon revenu pour la journée est bien plus bas que d'habitude. L'ex-premier ministre de Thaïlande, Yingluck Shinawatra, est entendu par la justice dans une affaire de corruption. Yingluck est poursuivi pour négligence professionnelle, car elle a manqué à son devoir en n'empêchant pas la corruption qui a touché le programme de subvention ORI dans son administration. Cette négligence aurait coûté 10 milliards de dollars au gouvernement. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui devrait se poursuivre tout au long de l'année 2016. Le premier témoin sera entendu vendredi et le dernier est programmé pour novembre prochain. Si elle est jugée coupable, Yingluck encourt 10 ans d'emprisonnement. L'affaire des subventions ORI avait joué un rôle décisif dans les manifestations qui ont mené à la démission de son gouvernement en 2014. Elle est également sous le coup d'une interdiction de toute activité politique pendant 5 ans. Le rapport très attendu du Forum économique mondial sur les risques mondiaux vient tout juste de paraître avec un sombre avertissement envoyé aux dirigeants de la planète avant le sommet de Davis qui se tiendra la semaine prochaine. Le rapport conclut que l'année 2016 pourrait être l'année la plus dangereuse depuis que le Forum économique mondial a commencé à publier ses analyses internationales 11 ans plus tôt. Comme le rapporte Richard Bestick depuis Londres, le risque numéro 1 en termes de probabilité est celui de migration massive. Des images terribles de la crise migratoire en Europe affluent tandis que le continent européen tente de gérer l'arrivée de plus d'1 million de demandeurs d'asile fuyant la guerre et la pauvreté. Le rapport du Forum économique mondial, fruit du travail de 750 experts, insiste sur le fait que la crise migratoire est le grand problème actuel et qu'il aura un impact sur l'ensemble de l'humanité. Sur l'ensemble de la planète, ce sont des millions d'individus qui ont été obligés de fuir leur maison à cause de la famine et de la guerre. Voici les chiffres que nous avons. 60 millions de personnes déplacées sur la planète en 2014, et cela n'inclut pas les migrants climatiques. Ces chiffres pourraient donc être encore plus importants. Des migrants fuyant la sécheresse, les inondations, la famine dans différentes régions. Ce sont des situations qui vont se développer et devenir de plus en plus graves. En ce qui concerne l'Europe, le rapport du Forum économique mondial suggère que la pression que constitue l'immigration massive pourrait avoir des conséquences sur l'Union européenne elle-même. Nous voyons des réponses fragmentées qui semblent mener vers des solutions de facilité et qui permettent au gouvernement de dire qu'ils agissent. Mais notre plus grande peur, c'est que tout cela remet en cause la solidarité entre les pays européens. Pour la première fois, le Forum économique mondial décrit la situation actuelle comme une véritable tempête où l'on trouve des risques allant de la guerre au changement climatique et du manque d'eau aux catastrophes naturelles.
Tout cela concentré sur une seule année et frappant aussi bien l'économie mondiale que l'humanité dans son ensemble. La crise des réfugiés en Europe peut provoquer des tensions géopolitiques au sein du continent européen, et cela pourrait avoir un effet sur la sphère économique. On pourrait assister à l'utilisation d'armes économiques comme des mesures douanières coercitives et à d'autres mesures qui pourraient nuire à la croissance économique. Le rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial est considéré comme le lever de rideau avant le sommet des dirigeants de la planète à Davos. Ce qui apparaît clairement, c'est que leurs discussions porteront sur un monde qui est plus dangereux qu'au cours de la dernière décennie. À quelques jours de la visite du président chinois Xi Jinping au Caire, le ministère égyptien du Logement a signé un protocole d'accord avec une entreprise chinoise. Cet accord prévoit la mise en œuvre de projets d'assainissement en zone rurale. Pas moins de 260 villages profiteront de ces avancées, alors que la plupart des régions rurales d'Égypte souffrent de pénurie dans ce domaine. Le système de distribution d'eau potable est accessible à 97% des foyers égyptiens. Dans les villes du pays, on bénéficie d'une infrastructure sanitaire adéquate, alors que 85% des zones rurales égyptiennes n'y ont pas accès. Dans la plupart de ces endroits, on déplore un excès de déchets que le sol ne peut absorber. Récemment, le gouvernement a initié un programme visant à mettre sur pied des infrastructures d'assainissement dans ces mêmes régions. Cependant, le coût de ces mesures est énorme. Nous avons estimé le coût de ce programme à 100 milliards de livres égyptiennes. C'est pourquoi de nombreuses négociations ont eu lieu au sein de plusieurs pays pour rendre possible certains prêts, subventions ou autres. Cela accélérera la mise en place du programme dès que possible. Le plan de départ prévoyait d'allouer annuellement 6 milliards de livres prélevés sur le budget de l'État. L'objectif était de mettre sur pied une infrastructure sanitaire. À cette vitesse et malgré le déficit budgétaire gouvernemental inquiétant, il aurait fallu à l'Égypte plus de 12 ans pour déployer le projet à l'ensemble des villages. La Chine a alors offert son aide, proposant 1 milliard de dollars sous forme de prêts destinés à ce projet. Il s'agit d'un grand projet et je pense qu'en Égypte, il y a environ 4000 villages. Donc j'estime qu'1 milliard de dollars participeront significativement au soutien de ce programme tout en l'accélérant. Le prêt à taux réduit chinois représente 8% du budget prévisionnel égyptien alloué à ce programme. Celui-ci couvrira 260 des 3400 villages qui ont besoin d'infrastructures sanitaires. Ce projet a été rendu possible par l'accord d'un partenariat stratégique signé l'an dernier par Xi Jinping et Abdel Fattah el-Sisi, respectivement présidents chinois et égyptiens. L'Égypte a mis en œuvre un projet d'envergure pour le pays, un projet qui court jusqu'en 2037. Il donne la priorité aux villages qui ont un besoin urgent d'infrastructures sanitaires. Il permet également de prévoir les besoins nationaux dans ce domaine jusqu'au terme de ce projet. Malheureusement, avec la croissance démographique et les taux d'inflation incroyables, il est probable que l'Égypte a besoin de davantage d'argent pour assurer la pérennité de ce projet. La Chine a réfuté les arguments du Vietnam qui avait affirmé que ses tests d'opérations aériens en mer de Chine méridionale menaçaient le trafic aérien civil. Cela fait suite aux accusations du Vietnam affirmant que la Chine n'avait pas informé les autorités aériennes civiles vietnamiennes avant de procéder à ces tests aériens au niveau d'un aéroport nouvellement construit en mer de Chine méridionale. Mais Ron Lei, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que les tests aériens étaient en total accord avec les lois internationales et consistaient en une pratique courante. La Chine est choquée et troublée par les arguments du Vietnam et je souhaite réitérer le fait que la Chine possède une souveraineté indiscutable sur les îles Nansha et les eaux environnantes. Nous tenons à rappeler une nouvelle fois à la partie vietnamienne que les inspections et les tests aériens chinois au niveau de l'aéroport nouvellement construit sur Yongshou-Jiao étaient en accord avec les lois et pratiques internationales. Le 6 janvier, la Chine a mené 2 tests aériens au niveau de son aéroport situé le plus au sud, sur Yongshou-Jiao, qui a été construit pour des buts humanitaires, dont des atterrissages d'urgence et des opérations de secours maritime. Mais en raison des obstacles continuels mis en place par la partie vietnamienne, la Chine s'est résolue à transformer les vols en une activité aérienne d'État, ce qui, en accord avec la Convention aérienne civile internationale, peut être mené de manière indépendante par les pays souverains. Hong Lei a déclaré que la Chine était troublée par les accusations de la partie vietnamienne, car l'administration aérienne civile chinoise avait informé le département d'information aérienne de Ho Chi Minh le 28 décembre du plan de vol, de la route et des détails techniques de la Chine et de son appareil.
En plus de cela, la Chine avait également pris des contacts spécifiques avec les autorités diplomatiques vietnamiennes le 30 décembre pour des notifications et explications techniques. La Commission centrale d'inspection de la discipline vient tout juste de clore une session plénière de 3 jours. La lutte contre la corruption demeura l'une des principales missions du gouvernement chinois pour 2016. Xi Jinping, le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et les autres dirigeants du parti ont passé en revue les efforts et les accomplissements de la campagne anticorruption de l'année écoulée et ont annoncé leur... Le chef de la lutte anticorruption, Wang Qishan, a déclaré que les affaires de corruption de Zhou Yongkang et Ling Jihua ont représenté les 2 plus gros dossiers de l'année 2015. Il a ajouté que la commission avait mis en place 47 agences d'inspection pour enquêter sur 139 organes centraux concernant des pratiques frauduleuses. Wang Qishan a appelé à une surveillance renforcée à l'intérieur du parti en 2016. Il a souligné l'importance de l'amélioration des mécanismes de sanctions afin que personne ne puisse échapper à la justice en cas de comportement irresponsable. De nouvelles agences d'inspection seront déployées afin de couvrir tous les organes centraux et régionaux. Wang Qishan a demandé à ce que davantage de moyens soient octroyés au public pour être impliqués dans la surveillance. Et il a enfin demandé à ce que soit renforcée la coopération avec les organisations internationales pour traduire en justice les fonctionnaires qui ont fui le pays. L'investissement étranger en Chine a augmenté de 6,4% en 2015. Cette augmentation bénéficie en premier lieu au secteur tertiaire chinois. Le ministère chinois du Commerce a publié ce jeudi des chiffres qui révèlent l'attractivité de la Chine et notamment de son secteur tertiaire pour les capitaux étrangers. En 2015, la Chine a attiré 126 milliards de dollars, soit 781,4 milliards de yuan en investissements directs étrangers non financiers. Cela représente une augmentation de 6,4% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation a profité au secteur des services en particulier à hauteur de 17%. Mais d'un point de vue global, ce taux d'investissement direct étranger reste largement inférieur à ceux à 2 chiffres qu'a pu connaître le pays. L'investissement direct étranger en Chine suit à présent de nouvelles tendances. Les fusions et acquisitions deviennent de plus en plus actives. 1466 entreprises sont nées de fusions cette année, soit 14% de plus que l'année dernière. La part des capitaux étrangers est de plus en plus importante dans ces opérations de fusion et acquisition. Elle est passée de 6,3% en 2014 à 14,1% en 2015. Le commerce d'actions américaines est désormais possible en Chine. Les applications sur mobile proposant ce type de service attirent un nombre croissant de jeunes investisseurs. Les entreprises de courtage en ligne telles que JimoBox et TigerBroker.com surfent sur cette tendance en se mettant à créer leur propre plateforme d'investissement. Avec le ralentissement de la croissance chinoise et les récents troubles boursiers, de nombreux investisseurs chinois souhaitent se tourner vers d'autres sources d'investissement, notamment à l'étranger. Jackson Lin a 2 ans d'expérience dans le courtage d'actions étrangères. Il a placé environ 10 000 $ sur le marché américain. Je porte mon attention sur les perspectives à long terme des compagnies. La bourse américaine est davantage orientée vers des investissements de valeur. Désormais, avec les dépréciations du yuan et des actions chinoises, investir en dollars devient plus sûr. Jackson Lin utilise des sites de courtage comme JimoBox et Tiger Brokers pour acheter des actions américaines. Le nombre de jeunes investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille d'actions est croissant. La jeune génération développe une préférence pour les investissements en ligne. Jung Yudong, qui travaille pour JimoBox, raconte que son entreprise a ouvert environ 5000 comptes de courtage pour le marché américain uniquement sur les 3 premiers jours des opérations du mois dernier. Les clients de moins de 30 ans représenteraient la moitié des investisseurs. Pour l'instant, les investisseurs sont davantage intéressés par les compagnies chinoises listées en bourse américaine, ainsi que par les grandes sociétés américaines. Les actions américaines offrent une grande gamme d'investissements de valeur, non seulement pour les grandes firmes américaines, mais aussi du monde entier. Les jeunes investisseurs qui commencent par de petits investissements développent leur portefeuille avec le temps. JimoBox a abaissé les barrières à l'entrée et convient bien aux jeunes investisseurs. Ces nouvelles applications sur smartphone font de la compétition aux voies de courtage traditionnelles. Le courtage en ligne est plus facile d'accès et l'inscription y est plus rapide, tandis que les voies traditionnelles nécessitent davantage de paperasse.
De plus, pour chaque transaction, les commissions ne sont que 2 $ chez Jimubox, contre 6 $ normalement. Enfin, Tiger Broker explique que le courtage en ligne offre une plus grande variété de choix d'investissement. La capacité des entreprises de courtage en ligne à s'adapter rapidement à la tendance chinoise à investir à l'étranger attire l'attention des grands investisseurs tels que Xiaomi et Junfun. Jimubox vient de recevoir un 3e financement d'une valeur de 84 millions de $ provenant de plusieurs acteurs, dont la compagnie britannique Investec. De plus en plus de personnes utilisent leur téléphone au lieu de leur portefeuille pour faire leurs courses. Cependant, Wing, le reporter d'ICS basé à Shanghai, a découvert que ce moyen de paiement peut être risqué. Aujourd'hui, Suwon a acheté du thé au lait au cours de sa pause déjeuner. Au lieu de payer en liquide, elle a utilisé Alipay et a économisé des dizaines de centimes. Elle a commencé à utiliser cette méthode de paiement au début de l'année dernière et elle en est satisfaite. Je suis plutôt habituée au paiement via mobile. C'est très pratique. Ça fonctionne dans les magasins ou les maisons de thé. Je n'ai pas besoin de prendre du liquide lorsque je sors manger. Je n'ai besoin que de mon téléphone portable. Et parfois, il y a des réductions, ce qui constitue aussi un avantage. Le vendeur de la maison de thé dit que plus de 60% des clients utilisent le paiement via mobile et que la plupart d'entre eux sont jeunes. Selon lui, cette méthode de paiement améliore également l'efficacité au travail. Si un client utilise Alipay, nous n'avons qu'à le scanner et c'est fait. Mais si le client utilise du liquide, alors il nous faut attendre qu'il le sorte, puis que nous lui rendions la monnaie. Alipay permet donc de réduire le temps de la transaction de moitié. Actuellement, le marché du paiement via mobile est principalement occupé par Alipay, Tencent et d'autres acteurs plus modestes comme UnionPay Mobile qui travaillent maintenant avec Apple Pay et HCE Cloud Payment. Alipay domine le marché avec une part de marché de plus de 50%. D'après une étude d'Alipay, à Shanghai, son client moyen a dépensé l'an dernier plus de 100 000 yuan via son système de paiement en ligne. Les utilisateurs de ce système augmentant, les clients disent que c'est un moyen sûr pour effectuer de petites transactions. Je l'ai utilisé longtemps et je n'ai jamais eu de problème. Je pense donc que c'est un système sûr. J'utilise Alipay quand j'achète des choses qui ne coûtent pas plus de 20 ou 30 yuan, comme une glace par exemple. Par contre, j'utilise toujours du liquide ou une carte bancaire lorsque je dois régler des sommes plus importantes. Un connaisseur de cette industrie rappelle que si les systèmes de paiement via mobile ne connaissent généralement aucun problème, ils peuvent malgré tout contenir des risques. On a remarqué que le système du code barre connaît encore quelques problèmes. Lorsque les clients scannent un code barre, ils ne savent pas si ce code barre contient un virus ou s'il ne redirige pas vers une page fictive. Un autre risque, c'est celui des données de transaction qui sont des données sensibles susceptibles d'être divulguées. Et il me semble que le troisième risque, c'est finalement le client lui-même. Lorsque vous utilisez votre téléphone portable ou votre portefeuille mobile, vous manipulez des informations très privées. Si vous révélez les informations relatives à votre compte ou si vous révélez votre mot de passe, vous prenez évidemment un risque. Afin d'éviter ce genre de risque, Victor Ye suggère que les clients évitent de cliquer sur des liens qui offrent d'importantes remises ou qui promettent des sommes d'argent. Il rappelle également qu'il est conseillé de changer de mot de passe de temps en temps pour s'assurer que son argent reste à l'abri. Les autorités de Guangzhou ont annoncé que la province du Guangdong est celle qui compte le plus de toxicomanes en Chine. Le phénomène est particulièrement inquiétant car il touche surtout la population jeune. C'est pourquoi Guangzhou a mis en place cette année un programme éducatif anti-drogue afin de tenter d'enrayer le problème. Nous nous rendons dans une école de la province pour en savoir plus. Il est 2 heures de l'après-midi. Les étudiants de l'école pharmaceutique de Guangzhou suivent une classe spéciale. Aujourd'hui, 6 policiers sont venus leur parler afin de partager avec eux leur expérience relative à la lutte anti-drogue et de clarifier certains malentendus communs sur ces substances. Les conversations se tiennent en groupe restreint. Pour la plupart des adolescents présents, cette proximité avec un policier est une première. Les policiers ne sont pas aussi durs que je l'imaginais. En réalité, ils sont gentils. Je pensais que la consommation de drogue ne me concernait pas, mais je réalise désormais les dangers potentiels qu'elle constitue. Cette activité s'appelle la bibliothèque humaine.
Elle permet aux étudiants de communiquer directement avec différents praticiens plutôt que de s'en tenir à l'enseignement traditionnel dispensé par les professeurs. Les étudiants ont posé beaucoup de questions sur les drogues aux policiers qui sont experts en la matière. Cette méthode d'éducation est bien plus impressionnante et efficace que celle qui consiste à écouter un professeur. Parallèlement, des maquettes de drogue sont exposées et introduites brièvement dans la cour de l'école. Des clichés témoignant de l'impact que leur consommation peut avoir sont affichés au mur. Certains expliquent qu'il ne s'agit pas de leur première rencontre avec de tels visages. Il y a un centre de désintoxication près de notre école et depuis ma salle de classe, je peux observer des toxicomanes tous les jours. Il ne faut pas prendre de drogue. L'activité d'aujourd'hui marque le début d'un programme éducatif initié par les autorités locales de Guangzhou. Pour enrayer la toxicomanie qui séduit de plus en plus de jeunes de la province, la ville prévoit d'organiser 100 classes spéciales cette année. Ainsi, ces sessions se tiendront 2 fois par semaine dans différentes écoles, communautés et entreprises. La plupart de ces classes se tiendra dans des écoles et se concentrera sur les jeunes âgés de 10 à 25 ans. Cela fait partie d'un plan triennal national de prévention contre la consommation de drogue. Les mesures anti-drogue sont nombreuses dans la province du Guangdong et sa capitale, la ville de Guangzhou, travaille désormais à traiter le problème à la source. À Nanshan, dans le sud-est de la Chine, les archéologues se préparent à ouvrir le cercueil d'un ancien empereur. C'est par avion que le cercueil et son porteur, entreposés dans un sarcophage de bois, seront transportés avant d'être livrés ce vendredi à un laboratoire. La cargaison sera ouverte samedi. Selon les archéologues présents sur le site de l'excavation, en raison de mouvements géologiques, un léger effondrement s'est produit dans la salle funéraire. Cela a d'ailleurs provoqué la désintégration de la couche de protection extérieure du cercueil. C'est la raison pour laquelle le cercueil est acheminé dans un environnement plus stable. L'ouverture de ce cercueil sera réalisée dans des conditions très strictes. L'apport d'oxygène et l'humidité seront contrôlés. Le site où le marquis de Rairun a été enterré date de la dynastie des Han, soit 2000 ans environ. À ce jour, les trésors archéologiques potentiels du site constitués par l'ambre, le jade et autres pièces d'or n'ont pas encore été découverts. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.